nous prenions les questions. Cédric Cavalli. Monsieur Cédric Cavalli, directeur de cabinet de Madame Catherine Gueux-Charrier, vous dira quelques mots. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Pierre, merci Salva Signy. Vous êtes comme d'habitude. Bonjour à tous et merci d'être là. Je sais que ça a été déjà un grand succès, c'est pas tout à fait fini. Évidemment, je tiens à excuser Catherine Gueux-Charrier, donc adjointe à la maire de Paris, la charge de la mémoire non combattante, que la plupart connaissent ici, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Mais voilà, elle m'a chargé en tout cas de vous dire ces quelques mots. Merci Jean-Laurence, merci Jean-Pierre Louvel pour cette organisation. Merci à vous, merci à tous. Et voilà, donc bonne fin de journée ici et bravo pour cette journée très très intéressante. Voilà, merci. Merci beaucoup. Des questions Merci. sur les dernières interventions? Ah, pardon. Bonjour. Benoît Foissé, donc chef du patron de la mémoire combattante à l'ONAC. Ça m'a rappelé beaucoup de choses qu'on a pu vivre ensemble en cabinet, certes, l'histoire de mémoire, de reconnaissance, de réhabilitation. J'ai deux remarques à faire. La première, effectivement, c'est que si l'État intervient en second, c'est porteur de bonnes choses, de mobilisation de l'acteur, mais aussi de mauvaises. Ça veut créer une communautarisation des mémoires, ça veut créer des conflits de mémoire, et que si l'État doit intervenir, notamment là où on est, c'est aussi pour qu'à un moment donné, ces différentes mémoires dont tu parles, extrêmement conflictuelles parfois, jusqu'à la violence, intègrent une mémoire nationale. Ça peut prendre du temps, mais c'est comme ça. Deuxième chose, concernant effectivement les différences de mémoire qui peuvent exister entre harkis et rapatriés. On a quand même des points communs. C'est-à-dire qu'on a quand même une grosse balkanisation de la sphère associative. Vous avez des centaines d'acteurs de mémoire harkis rapatriés qui sont parfois, très souvent d'ailleurs, composés d'une dizaine de membres. Jean-Pierre Noir, c'est à peu près ça. Voilà, et qui sont, on a dans le cadre de la FNAGA par exemple une grande association centrale avec énormément de membres, et dans le cadre des constructions de plus tardives, effectivement harkis rapatriés, surtout harkis, une balkanisation énorme. Il y a une association familiale, parfois locale, qui se crée. Si effectivement l'indemnisation est plus centrale pour les harkis, c'est aussi, il faut le dire, parce que l'indemnisation a été beaucoup plus tôt pour les rapatriés. Ça joue aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les discriminations, c'est-à-dire qu'elles étaient basées aussi sur un accès à l'administration et sur le patrimoine possédé dans l'Algérie avant. Donc ça, c'est beaucoup de choses. Donc voilà, juste pour rappeler les souvenirs effectivement de Jacques Cheveux à l'époque, et pour dire que voilà, dans la construction des mémoires et dans le fonctionnement de ces mémoires, je relativiserai un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre harkis et rapatriés. Quelqu'un veut. Oh. Non, je ne sais pas. Merci. Une autre question? Madame, monsieur. Oui, Gérard Marais, ancien reporter photographe du service cinéma des armées. Vous avez dans votre précédente intervention beaucoup parlé de mort pour la France. Bon, j'ai été témoin d'un gag sur cette expression pendant l'opération Jumelle en 59, en automne 59. J'ai été convoqué pour aller faire des prises de vue sur une commémoration des morts pour la France. Alors, je me suis retrouvé sur un piton où un magnifique et excellent soldat faisait la liste des morts pour la France. Le drapeau était monté, il faisait un temps splendide, c'était le silence, et on commence à appeler les noms de morts pour la France, un tel Dupont, et là il y avait donc ce sous-officier qui criait dans la lumière « Mort pour la France ». Alors Durand, Dupont, Dumoulin, tout ça, mort pour la France. À un moment, il donne un autre nom, et on entend dans les rangs « Présent ».
mauvaise augure. Voilà, je me suis permis de rappeler ça parce que vous avez parlé des gens qui prenaient le bateau sur Quai Branly pour partir en Algérie, donc je trouve que c'est du même niveau. Et il va sans dire que je n'ai pas pu terminer mon reportage, je pleurais de rire, et le nom suivant qui a été appelé, toute la compagnie s'est écroulée de rire, et on a arrêté la cérémonie. Oui. Donc, sur votre dernière intervention, vous cataloguez les différentes classes de mémoire. Alors, c'est un exercice tout à fait intéressant que de faire ça. Ceci dit, il simplifie un petit peu trop les choses. Et notamment pour ce qui est des rapatriés, des pieds noirs, j'en suis. Et donc, prendre comme significatif de ce qu'est la mémoire pieds noirs, les jeunes pieds noirs, et seulement ça, c'est se tromper. La mémoire, il n'y a pas une mémoire des pieds noirs, il y en a plusieurs, il y en a de diverses. Et bon, Jeunes Pieds Noirs, c'est une association nostalgérique qui cultive la nostalgie du système colonial, elle ne s'en cache pas, mais ça ne résume pas ce que sont les Pieds Noirs. Les Pieds Noirs, vous savez, sont maintenant totalement intégrés dans la société française, et ils votent. Il y a des études très sérieuses qui ont été menées par le CNRS qui démontrent qu'ils votent comme les autres. Et donc, voilà, donc c'est juste ce point. Je partage entièrement votre avis. Voilà. Moi j'ai une question à poser. Les harkis, ça comprend tous les supplétifs. Ça comprend les supplétifs, donc les Morazni, les GAD, autodéfense, et ainsi les GMS, la police. D'accord. Une autre question? Je n'ai pas de question, mais seulement je me disais que dans le langage que nous employons, je ne suis pas certain que nos jeunes qui assistent comprennent tout à fait le mot harki, supplétif, et ainsi de suite. C'est tout un problème de génération. Des questions? Dans cette conception des harkis, je crois qu'il faut être très prudent, il n'y a pas une homogénéité. La plupart des harkis ont été enrôlés dans l'armée. Un certain nombre, il y a eu aussi des conseils de famille qui ont décidé qui allait être harki pour pouvoir avoir une solde pour faire vivre la famille. Et il y en a un certain nombre qui ont été simplement arrêtés par l'armée avec un habit militaire et qui ont été obligés d'accepter l'engagement dans l'armée. Et cette diversité très, très grande de catégories de harkis est difficile à mettre avec un seul mot de harki, tellement c'est difficile à faire. Par rapport, j'en reviens un petit peu avant, il me semble qu'il y a un aspect sur la mémoire des anciens d'Algérie qui n'a pas été évoqué, qui me semble important, c'est la responsabilité qu'on leur met souvent. Je prends mon exemple personnel, présent 9 mois à la Villa Susini pour la pratique de la torture. On nous met une responsabilité en tant qu'appelés sur des choses qu'on n'a pas voulu faire et des saloperies, des crimes qui ont été commis au nom de la France par des appelés qui ne sont toujours pas reconnus et dont ces appelés vivent toujours la difficulté d'être considérés comme les acteurs de ces crimes qui ne sont toujours pas reconnus comme tels. Et je crois que c'est un des aspects sur lequel il faut aujourd'hui qu'on travaille, comment ces victimes de cette guerre, avec les traumatismes que ça a engagés, comment aujourd'hui il peut y avoir une façon de guérir en somme ce traumatisme. Oui, moi je voudrais rebondir sur des propos tenus par Serge Barcellini concernant le fait que la guerre n'était pas reconnue comme guerre en tant que telle. C'est vrai que les morts n'étaient pas morts pour la France, c'était des victimes, et les blessés étaient tout simplement des accidentés de la vie, comme on disait à l'époque. Et pour qu'un blessé puisse avoir droit à pension,
Il lui appartenait par un tribunal des pensions militaires d'invalidité qui n'existe plus maintenant, puisqu'ils sont supprimés au 1er juillet de cette année. Eh bien, il lui appartenait d'apporter la preuve, s'il était amputé d'une jambe, d'apporter la preuve qu'il avait sauté sur une mine ennemie et non une mine amie. Le taux de pension était totalement différent. Et oui, mais c'est la triste réalité des choses. Maintenant, concernant le retour des corps, jusqu'en 1957, en ce qui concerne les délais entre la mort et les obsèques, plusieurs mois, parfois 1 an, peuvent s'écouler, car les transferts sont interrompus pendant l'été, et les exhumations se font région par région en Algérie. Ensuite, les délais sont de 2 à 3 mois, après que les opérations de transfert des corps ont été dévolues au ministère des anciens combattants victimes de guerre. Contrairement au camp indochinois, les familles sont très fermement invitées à solliciter la restitution du corps dès l'annonce du décès en remplissant un formulaire. Toutefois, la date du retour peut obéir à des considérations particulières, comme c'est le cas pour les victimes dans l'embuscade de Palestro. Le préfet a écrit aussitôt au ministre de l'Intérieur de l'époque. Cette douloureuse nouvelle a causé une très vive émotion dans la région, des communes étant toutes 3 situées dans l'arrondissement de Vendôme, dans un rayon de 20 km. Les familles ayant demandé la restitution du corps, j'ai l'honneur d'appeler tout particulièrement votre attention sur l'intérêt qui s'attacherait à ce que ce rapatriement ne soit pas opéré dans des délais trop rapides et surtout opéré séparément afin d'éviter le cas échéant des manifestations regrettables. C'est ainsi que le corps de Louis Goujon a été inhumé le 12 mars 1957, soit plus près d'1 an après, et celui du sergent Bigot le 23 juillet 1958. C'est pour vous dire que les considérations qu'on avait sur le retour des corps. Maintenant, j'ai sous les yeux là, une circulaire, enfin c'est même pas une circulaire, c'est une annonce du JO du 29 mai 1960 du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui dit ceci, qui donne des consignes aux maires qui récupèrent les cercueils des morts en Algérie. Les cercueils arrivant à destination sont disposés soit à la mairie, soit dans un local désigné par le maire et pris en charge par la municipalité. Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'État. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce tarif comprend de façon limitative les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, du creusement de la fosse, d'inhumation. Les opérations de transport des corps par les soins de la municipalité au cimetière communal d'inhumation ne peuvent donner lieu à aucune autre rémunération au profit des communes et des entreprises des pompes funèbres. Ces dernières ne peuvent pas invoquer le bénéfice de leur monopole. En aucun cas, la suppression de celui-ci ne peut donner lieu à une indemnité. L'État contribue aux frais des cérémonies d'obsèques religieuses ou civiles dans la limite d'une somme forfaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et du ministère des Finances et des Affaires économiques. Et les ministres sont chargés de faire exécuter. Voilà un peu la façon dont était considéré le retour et le respect des corps de ceux qui étaient tués en Algérie. Maintenant, un mot sur les sépultures, puisque les sépultures, on en a un peu parlé, on se penche sur la question des sépultures, les corps sont restitués aux familles dans des caveaux familiaux. Ceux-ci sont de moins en moins à perpétuité. Régulièrement, de plus en plus, ils sont relevés justement parce que la disparition des familles, puisque ceux malheureusement qui sont morts en Algérie, pour la plupart d'entre eux, c'est leurs parents qui ont eu en charge de les inhumer dans leurs caveaux familiaux, et donc ils sont disparus depuis. Et ce qui fait que, bon, ça va peut-être vous choquer encore, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, les maires des communes qui ont des morts pour la France dans un cimetière communal ont droit, à condition de les réclamer, à 1,50 € par an pour entretien de la sépulture. Non, c'est pas moi qui invente les chiffres, c'est les chiffres que j'ai. Maintenant, concernant la mention mort pour la France. La mention mort pour la France, pour l'obtenir, il faut la demander. Alors, il faut la demander, et qui peut la demander? Normalement, elle est demandée par le chef de corps lors du décès de son militaire.
mais il apparaît des fois que le chef de corps, le militaire blessé, comme ça a été le cas d'un certain nombre d'entre nous, entre nos camarades par exemple, dont les corps ont été transférés dans un hôpital, même rapatriés en France, suite par exemple aux irradiations rapatriés à l'hôpital Percy, le type qui est mort à l'hôpital Percy, le chef de corps en perd toute trace. Et la mention mort par la France n'est pas forcément demandée. Elle doit être demandée aussi, elle peut être demandée par la famille. La famille, comme c'est pas une guerre et qu'elle ignore bien souvent les textes de loi de l'époque, ne le fait pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a près de 2000 militaires qui sont morts en Algérie dans des conditions de combat aussi, et pas forcément, et par accident, je reviendrai sur la notion d'accident après, eh bien, qui n'ont toujours pas la mention mort pour la France. Alors quant à ceux qui sont morts, soi-disant, par accident, je sais qu'on se plaît, on n'a jamais fait le distinguo pour la Première Guerre mondiale et la Seconde entre ceux qui étaient morts au combat, morts par accident, comme par hasard, même en Indochine d'ailleurs, comme par hasard on le fait pour la guerre d'Algérie. Tout ça pour minimiser le caractère de guerre, hein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis tant de temps pour la reconnaître officiellement. Et ce qui fait que ceux qui sont morts à l'accident en Algérie, pour ceux qui sont ici, qui ont peut-être vécu cette expérience, quand les camions GMC partaient dans une opération nocturne, il fallait, pour ne pas se faire repérer, c'est le gag, hein, mais il fallait conduire tout feu éteint. Hein, on n'entendait pas le bruit des GMC, c'était pas grave. Il fallait conduire tout feu éteint. Et malheureusement, il y a des GMC qui sont foutus dans le ravin. Et là, ceux-là ne sont pas considérés comme morts pour la France, mais pour morts accidentels. Donc pour nous, on ne peut pas être d'accord avec ce principe-là. Et d'ailleurs, dans les recherches que l'on fait avec Jean Raymond, particulièrement, eh bien, on a vu que 2 avions qui sortent en plein vol, il y a 12 militaires qui sont tués, il y en a 11 qui sont reconnus morts pour la France, le 12e ne l'est pas. Donc il y a plein d'anomalies comme ça, et c'est pour ça que je me réjouis qu'une commission, un groupe de travail vient d'être mis en place sous l'égide des PMA, pour justement aborder le problème des noms qui figurent de la mention mort par la France, et des noms qui figurent sur le mémorial national, et effectivement aussi de son environnement et de sa valorisation au niveau de l'opinion publique. Merci. La question est... Oui. À l'indépendance d'Algérie, les Français qui sont restés, je parle des indigènes, hein, qui sont restés là-bas, on leur a imposé la nationalité algérienne d'office. Je connais l'exemple d'un Algérien qui a fait la guerre d'Indochine, 85 ans après. Il a fait la guerre d'Indochine, dans l'ordre, la guerre de Tunisie. Il a fait la Seconde Guerre mondiale, guerre d'Indochine, Tunisie, Maroc et Algérie. Bon. Alors, il est algérien. Il arrive en France à 85 ans. Donc, il demande la nationalité française. On lui refuse. On lui dit, monsieur, vous savez ni lire ni écrire. Ça remonte à peu près à une quinzaine d'années. Il tombe sur un avocat très astucieux d'Elbeuf. Et l'avocat, il pète sa cause, il dit, quand vous l'avez mis le fusil entre les mains pour tuer l'ennemi, défendre la France, l'avez-vous appris, l'avez-vous dire si c'est lire ou écrire? Maintenant, si c'est pas lire ou écrire, si c'est pas lire ou écrire, il a tué, donnez-lui la nationalité française. Il a obtenu. Seconde question, c'est première anecdote. Et seconde question, je me demande toujours pourquoi les harkis n'ont pas bénéficié à l'indépendance d'Algérie du droit politique des accords de Genève. Voilà. Merci de votre question. Oui. Quelqu'un peut apporter une réponse ou l'avocat Il y a une circulaire ministérielle de l'époque, qui se signait d'ailleurs de M. Mesmer, entre parenthèses, qui stipule que les harkis doivent rester, les harkis doivent être libérés et rendus à leur famille très rapidement. D'ailleurs, seuls ceux qui seraient célibataires, éventuellement, pourraient venir en France. Comme la plupart des harkis sont tous mariés, donc la circulaire est très claire, hein, ils ne peuvent pas venir en France. Certains sont venus clandestinement, rapatriés par d'autres, par des militaires qui les ont amenés, mais sinon, ils n'avaient pas le droit de venir en France. C'est même pas une circulaire, c'est un décret ministériel, il est très clair sur ce point de vue-là. On leur a interdit de sortir, monsieur. Oui. Merci pour cette réponse. Il y a même pire que ça, il y a des harkis qui sont arrivés en France qu'on a repassé par bateau en Algérie. Il y a une question sur... je pose la question. Merci. J'étais dans le rationnisme, donc évidemment les faits de guerre étaient quand même moins violents qu'en Kabylie. Par contre, je voulais poser la question de ce qu'étaient qualifiés, comment étaient qualifiés les gens qui se suicidaient. On avait des suicides et on avait des accidents par arme à feu, ça c'était assez fréquent. Le retour de patrouille de nuit, les 2 coups de sécurité mal exécutés,
Et on a eu des morts aussi. Donc comment étaient qualifiés ces morts? Alors, déjà, alors, sur la mention mort par la France, j'en reviens parce que je vais répondre à la question après. Sur la mention mort par la France, on m'a répondu en haut lieu ministériel. Mon cher monsieur, la mention mort par la France, ça se mérite. Donc ça veut dire qu'un type qui est tombé malade là-bas, et qui a fortiori un type qui s'est suicidé, on m'a répondu, moi je donne la réponse telle qu'elle m'a été livrée. Hein. S'il s'est suicidé, c'est qu'il avait des gènes suicidaires, donc il serait déjà suicidé autrement. Donc il n'a pas à avoir la mention mort pour la France. Bon, voilà. C'est une réponse qui m'a été formulée, mais d'une manière très ferme. Donc, et par contre, j'ai engagé, moi personnellement, pour un nommé Roosevelt, une procédure en tribunal de grande instance où le gars s'était suicidé et le tribunal de grande instance a débouté la DNPA à l'époque et a reconnu la mention mort pour la France et son nom figure sur le mémorial. Alors, ça veut dire qu'il faudrait, c'est lamentable, il faudrait au cas par cas, au coup par coup, c'est immonde. Jamais on a vu ça dans un conflit dans lequel la France est engagée. Autant de difficultés et pour la reconnaissance de la qualité de combattant à ceux qui l'ont fait. Et d'ailleurs, c'est toujours pas réglé, parce qu'on a toujours le problème de ceux qui sont restés jusqu'au 1er juillet 64, qui bénéficient du titre de reconnaissance de la nation, mais qui n'ont pas droit, soi-disant, à la carte de combattant. Donc pour des raisons soi-disant budgétaires, soi-disant aussi diplomatiques. Alors je ne vois pas, la notion de diplomatique, je ne vois pas, parce que dès l'instant on accorde la carte de combattant à compter du 2 juillet 62, après l'indépendance sur 120 jours de présence, c'est déjà l'indépendance de l'Algérie, donc je ne vois pas pourquoi on l'accorde pas jusqu'au 1er juillet 64. Maintenant ça, quant au problème du coup, je dois malheureusement vous signaler que des retraités, ceux qui perçoivent la retraite de combattant, il faut avoir 65 ans, elle est de 720 euros annuels actuellement, et bien actuellement, malheureusement, c'est 50 000 décès par an. Donc 50 000 décès par an, vous faites le calcul, multiplié par 720, rien que sur les 2016 et 2017. Et ça va aller malheureusement s'accentuant. Or la carte de combattant attribuée jusqu'au 1er juillet 64, elle ne concerne que à la louche 15 000 personnes. Monsieur. Oui, donc, je voulais juste rajouter un petit élément sur la question de monsieur concernant donc, la nationalité algérienne ou française. Je me présente comme Ménab Deramène, donc chargé de mission mémoire de la guerre d'Algérie à l'ONAC. Il y a un point, bien entendu, il y a ces questions circulaires, mais il y a aussi l'ordonnance du 21 juillet 62 qui fait que finalement tous les Français de statut de droit local, la grande majorité des Algériens ou de ceux qu'on appelle les musulmans, deviennent de facto, après les accords d'Évian, des Algériens. Je ne leur pose pas la question, ils deviennent de facto des Algériens. Ce qui concerne la nationalité française, ce sont les Français de statut de droit commun, donc la majorité des Européens, des pieds noirs, et une minorité d'Algériens musulmans qui ont été naturalisés avant l'indépendance. Et donc finalement, les supplétifs sont des Français de statut de droit local. On leur dit, vous devenez Algériens de facto, et pour rester français, il faut venir sur le territoire métropolitain français. Voilà. Il y a ces questions de nationalité et d'ordonnance, donc du 21 juillet 62, qui interviennent et qui expliquent pourquoi certains deviennent Algériens de facto et d'autres peuvent rester français. Le soldat qui est arrivé en tant que réfugié économique, à 85 ans. Il demande dans la société française, parce que ça n'a rien à voir avec un jeune réfugié qui arrive. Non, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Merci Abderrahmane. Une autre question, oui monsieur, là-bas. À l'époque, ce n'était pas une guerre. Donc on sait très bien qu'en temps de paix, on n'a pas le droit de perte de plus de, je sais pas, 3%. Bon, moi j'ai connu quelqu'un qui était à l'état-major, et les jours où il y avait beaucoup plus de pertes que les 3%, on inscrivait tous les tous ceux qui étaient morts d'une épidémie ou quelque chose comme ça. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'on leur a mis? Mort pour la France ou mort d'une épidémie? Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que les chiffres ont été minimisés. Ah oui. Certains chefs de corps
voulant éviter que ça fasse trop de vagues et que ça fait reprocher qu'ils menaient mal le combat, menaient mal les opérations d'Afrique du Nord, minimisaient le nombre de morts. Ça, c'est un fait. Ça a été prouvé, ainsi fait que on a un certain nombre qu'on a balancé mort par maladie, mort par accident. On en a retrouvé avec Jean Raymond dans une même opération militaire. Certains, lors d'un accrochage, sont reconnus morts pour la France, et d'autres sont reconnus morts par accident parce que le chef de corps a camouflé ou n'a pas fait la demande de mort pour la France, forcément. C'est pas trop, c'est difficile à prouver, et il est évident qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Normalement, comme elles auraient dû être faites régulièrement. Moi, j'ai personnellement eu, à un moment donné, un capitaine qui était rappelé, qui était un Vosgien, un brave gars, il n'en avait rien à cirer de ce qui se passait, il ne tenait aucun journal d'opération à jour, il n'en avait rien à faire. Donc à un moment donné, automatiquement, il y a des lacunes qui se font. Ça, c'est sûr. Oui, mais alors ils n'ont pas été reconnus. Ah mais non, ils ne sont pas reconnus. Et c'est bien pour ça que nous, notre revendication actuellement, c'est de dire que tous les soldats français qui ont été mobilisés en Algérie, qui sont morts en Algérie, au Maroc, en Tunisie, quelles que soient les conditions de décès et le lieu du décès, dans la mesure où ils sont restés fidèles aux institutions républicaines, doivent être reconnus morts pour la France. Une autre question. J'arrive. On parle toujours de... Quand je joue les jours de marche, moi, c'est pas le problème, c'est les tirailleurs sénégalais. Ils ont, donc tous les Africains qui étaient engagés. Si on n'ouvre pas les jours de marche, on ne sait pas ce qu'il y a de mort. Alors, on ne connaît rien du tout. Et quand j'en ai ouvert quelques-uns, j'ai trouvé des tas de suicides, des gars qui sont morts à l'hôpital de maladie, et ceux-là, ils ne sont pas pris en compte. Une autre question. C'est une petite précision aussi. C'est par rapport au suicide. En fait, quand on regarde les suicides dans les statistiques officielles, c'est que mon Frédéric Bédard qui a fait une thèse dans laquelle il reprend ça notamment. Il y en a 40 pendant toute la durée de la guerre. 40 en temps de guerre ou un peu moins. Donc en fait, c'est ce que Serge disait tout à l'heure, c'est complètement minimisé. Et effectivement, la grande majorité d'entre eux sont passés comme mort accidentelle. Notamment. Et donc, alors même que quand on regarde, non pas les journaux de marché ou d'opération, parce que là, effectivement, c'est quelque chose qui ne sera pas marqué, mais quand on regarde les archives personnelles des soldats, quand on lit leurs lettres, des choses comme ça, leurs journaux intimes, là, on trouve par contre, il y a un tel, effectivement, dans telle compagnie, ou dans sa propre compagnie, qui s'est suicidé. Et ça, quasiment, alors à moins d'un hasard énorme, je serais quasiment tombé sur une quarantaine déjà, vous voyez. Donc ça, c'est quand même relativement fréquent. Et je pense que là, c'est un milieu de ce que l'on peut imaginer. Quelqu'un veut poser une question? Bon, ben je vais passer la parole à Serge Drouot, qui est le président de l'ESPAS, pour clôturer notre colloque. Chers amis, bon, avant, ça marche pas. Oui, ça marche. Attends, mais donne le micro là. Ça marche. Sabotage. Ça marche, hein? Ouais. Merci. Avant de se séparer, je désire vous remercier tous et tous. Votre présence, votre participation nous vont droit au cœur. Grâce à vos échanges de haute tenue et fructueux, la guerre d'Algérie a été évoquée dans sa dimension la plus large, sans dissimuler la vérité historique. La parole a été donnée à un certain nombre d'acteurs du réel du vécu. Je voudrais exprimer ma vive reconnaissance à tous les intervenants de l'Éducation nationale, de nos partenaires institutionnels, de nos partenaires victimes de l'OAS, que j'assure de notre soutien, de nos camarades anciens combattants aussi, fidèles compagnons de route, pour une juste cause. Je souhaite rendre hommage particulièrement aux artistes, écrivains, cinéastes qui contribuent par leur vision de cette guerre
partiale parfois, a poussé la volonté politique de la reconnaissance et de la réconciliation. Je remercie et encourage particulièrement les troupes de théâtre, fondées sur la mémoire et la modernité. Sachant que si l'histoire ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend avec le cœur, et ces troupes de théâtre contribuent à transformer le tragique par le bonheur d'apprendre. Un grand merci, un coup de chapeau à mes amis de l'Espace National pour avoir bien voulu se projeter dans cette initiative. Vos communications confortent l'idée que le témoignage permet de rappeler à ceux qui savent, d'apprendre à ceux qui ignorent, pour servir de base à l'établissement de la vérité, pour contribuer à cette écriture scientifique de l'histoire de la guerre d'Algérie. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le faire, écrivait Georges Clemenceau, dont on fait référence beaucoup en ce moment. Je ne saurais oublier les anciens combattants présents, lesquels, à défaut de pouvoir ajouter des années à la vie, ont pris conscience d'ajouter de la vie aux années. Vous apportez la preuve, si besoin était, que par la déchirure, les blessures à la vie d'une guerre au fait mal éteint, vous êtes toujours porteur d'une espérance de vie, d'ambition, bien déterminé à demeurer vigilant, car c'est toujours en temps de paix que les enfants apprennent à jouer à la guerre, et l'indifférence, elle tue petit à petit. Et lorsque les femmes se taisent, c'est toujours pour laisser parler les canons, disait Hervé Bazin. Vous refusez donc à ce que votre passé devienne le futur de vos enfants et petits-enfants, en sachant que dans la vie, tout ce qu'on fait, on le fait pour les enfants. Vous avez fait vôtre cette pensée de Victor Hugo, un enfant que l'on enseigne est un homme que l'on gagne, à l'ombre d'une paix toujours fragile, en ce printemps où le ciel est tourmenté, le soleil combat les nuages. Aux briseurs de rêves, imposons le silence des arbres, car comme nous l'enseigne Albert Stein, le monde est dangereux à vivre non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Grâce à vous, au cœur de nos préoccupations mémorielles, continuons ensemble à savoir être, savoir faire et faire savoir cet espace national, une gouvernance pour un avenir à construire pour l'histoire. Merci de votre attention.